Dublin, 24 février 2007. Il est un peu plus de 18h30 lorsque les joueurs pénètrent sur la pelouse de Croke Park. Mais ce jour-là, personne ne regarde seulement un match de rugby. Ce qui se joue dépasse largement les lignes blanches, les mêlées, les chandelles. C'est une page d'histoire lourde, brûlante, qui s'apprête à être tournée, ou du moins regardée en face. En ce soir d'hiver, dans ce stade-là, ce Irlande-Angleterre prend une dimension unique. Croke Park n'est pas un simple stade. C'est un symbole national, un sanctuaire du sport gaélique longtemps fermé aux disciplines britanniques. Pendant des décennies, le rugby n'y avait pas sa place, et pour cause, le 21 novembre 1920, ce lieu fut le théâtre du Bloody Sunday, un massacre perpétré par les Black and Tans anglais lors du match de football gaélique qui opposait Dublin à Tipperary. En pleine guerre d'indépendance, des militaires envahirent le stade et commencèrent à tirer dans la foule. 2 joueurs furent touchés, dont le capitaine de Tipperary, Michael Hogan. La foule commence à évacuer le stade sous les tirs. Au total, 14 personnes furent tuées et 65 autres blessées. Depuis ce jour, l'idée même de voir une équipe anglaise fouler cette pelouse relevait presque de l'impensable. Et pourtant, en 2007, la reconstruction du Lansdowne Road contraint l'Irlande à déménager temporairement. Mais il faut trouver un stade suffisamment grand. La fédération gaélique accepte alors une entorse historique à ces règles. Le rugby entre à Croke Park. La France est la première à inaugurer ce stade particulier avec une victoire, mais ce 24 février, l'adversaire n'est pas n'importe lequel, c'est l'Angleterre. Dans les jours précédant la rencontre, l'atmosphère est lourde. À Dublin, on parle moins de tactique que de mémoire. Moins de stratégie que de symbole. Les inquiétudes ne concernent pas seulement le résultat sportif. Une question domine. Comment le public irlandais va-t-il réagir à l'hymne anglais ? Pour la première fois depuis l'indépendance, God Save the Queen doit résonner dans ce stade chargé d'histoire. Certains redoutent des sifflets et craignent le pire. D'autres imaginent même supprimer les hymnes avant le match. L'émotion est à vif, jusque dans les milieux culturels et sportifs, où des figures publiques s'insurgent contre cette ouverture. Mais le rugby parfois réserve des moments inattendus. Lorsque l'hymne anglais retentit, un silence impressionnant s'abat sur les 82 000 spectateurs. Un silence lourd, mais digne, respectueux, presque solennel. En quelques secondes, le public irlandais envoie un message au monde entier. La mémoire est intacte, mais elle n'empêche pas la retenue. Puis vient ensuite le Highlands Call. Un hymne crié du fond du cœur, à l'unisson, par toutes les provinces irlandaises réunies, car le rugby est le seul sport où les joueurs de l'Ulster, l'Irlande du Nord, jouent dans l'équipe nationale irlandaise. Le 15 du trèfle rassemble les meilleurs joueurs de l'île tout entière et il n'existe pas d'équipe nationale nord-irlandaise de rugby à 15. Une fois les hymnes terminés, il faut jouer et sur le terrain, l'Irlande va livrer une performance totale. Les hommes du 15 du trèfle arrivent avec une pression immense. Battus par le 15 de France 15 jours plus tôt, ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur s'ils veulent gagner le tournoi. Ce soir-là, leur motivation dépasse le classement. Face à eux, l'Angleterre débarque avec son statut de championne du monde en 2003, encore portée par le génie de Jonny Wilkinson, et une culture de la gagne profondément ancrée. Sur le papier, l'affiche est équilibrée. Dans les faits, elle va tourner à la démonstration. Dès les premières minutes, l'Irlande impose un rythme infernal. Engagement total, intensité maximale, précision chirurgicale. Chaque plaquage est appuyé, chaque ballon porté est un défi. Chaque offensive semble nourrie d'une énergie collective rare. Et très vite, les Anglais reculent. Le match est serré et le score se résume à un duel de buteurs entre les deux grands d'alors, O'Gara pour l'Irlande et Wilkinson pour l'Angleterre. Mais la domination celte se concrétise à la demi-heure de jeu. 2 essais de Dempsey et de Wallace juste avant la mi-temps et à la pause, le 15 du trèfle mène 23-3. Au retour des vestiaires, les Anglais réduisent le score par un essai de Strettle, mais les locaux étaient décidément trop forts ce jour-là. 2 essais supplémentaires de Horgan et Boss pour sceller définitivement une domination sans partage. Le score final est sans appel, 43-13. Ce n'est plus un match, c'est un message. Dans un stade chargé d'histoire et face à l'ancienne puissance dominante, l'Irlande ne se contente pas de gagner, elle écrase. Cette victoire est immense sur le plan sportif, elle relance l'Irlande dans le tournoi même si le titre lui échappera finalement au profit de la France. Mais l'essentiel était ailleurs. Ce match marque un tournant, pas seulement dans l'histoire du rugby irlandais, mais dans la relation entre deux nations. Pour la première fois depuis près de 90 ans, des Anglais ont joué à Croke Park, et ils ont été accueillis sans violence, sans débordement, dans une atmosphère d'émotion contenue. Le rugby ce jour-là a servi de pont. Comme le résume l'un des observateurs de l'époque, l'Irlande voulait prouver qu'elle pouvait regarder son passé sans s'y enfermer. Mission accomplie. Le sport, souvent présenté comme un simple divertissement, a ici montré sa capacité à toucher l'essentiel, la mémoire, l'identité et la réconciliation.
Merci Baptiste pour cette chronique. Retour sur ce moment fort du sport à retrouver bien sûr en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et toutes les plateformes de streaming. J'en profite Baptiste bien sûr pour te remercier pour toutes ces nombreuses chroniques sportives bien évidemment de ces dernières semaines. Petit repos, et ouais Baptiste va se reposer mais promis Baptiste sera de retour dès la fin du mois d'avril pour de nouveaux moments sportifs que l'on va revivre avec toi. Baptiste, merci beaucoup, de très belles vacances et à très bientôt. Et puis nous les amis, on parlait de l'histoire justement, l'histoire du sport, et ben là on va continuer à parler de l'histoire. Ça va se passer à Margny-les-Compiègnes. Le marché de l'histoire vous attend. Alors qu'est-ce qui s'y trame là-bas? Que va-t-on pouvoir retrouver dans ce moment extraordinaire le week-end prochain? On en parle dans 3 minutes.